Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et les vraies voix du sport jusqu'à 19h20. On va parler football ce soir. Nous sommes en compagnie de Clément Pernia, journaliste football, auteur des livres Une histoire populaire du PSG, 1970-2020, 50 ans de passion, PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, et la République du foot. Pas le même parti, mais la même passion. Bonsoir Clément. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Très heureux que tu sois avec nous. Tiens, on va commencer par parler de la retraite internationale d'un immense joueur. On s'écoute un petit son pour se faire plaisir ? Ouais. Allez, c'est parti. Ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause. Ouais, ce serait un moment idéal d'aller inquiéter Fernando Muslera et même mieux. Et oui, vous avez reconnu le quart de finale France-Uruguay, Coupe du Monde 2018, une victoire 2-0 avec l'ouverture du score de la tête suite à un coup franc de Griezmann par Raphaël Varane et Antoine Griezmann qui avait cloué le score avec une énorme erreur de main du gardien uruguayen Muslera. On a appris hier, Clément, la retraite internationale de Varane qui fêtera ses 30 ans le 25 avril prochain. Est-ce que c'est une surprise ? Oui, c'est une surprise, forcément. On s'attendait à une vague de retraités après le mondial et la défaite en finale. Varane, c'est une surprise parce qu'il a que 29 ans. Et 29 ans, c'est très jeune dans le foot. Du moins, c'est un âge où on joue encore au haut niveau, surtout vu le sien. Et c'est courageux de sa part. C'est courageux parce que beaucoup auraient attendu la génération de trop, la compétition de trop. Et lui, il a senti à 29 ans qu'il avait fait le tour avec ce groupe, qu'il avait fait le tour en sélection, qu'il pourrait peut-être pas apporter encore ce qu'il a apporté par le passé. Et plutôt que de partir sur une mauvaise note ou sur un échec en grande compétition, il part la tête haute après une génération dorée, après des triomphes quasiment dans chaque compétition. Et là-dessus, c'est très honorable, c'est une surprise. Et ça marque aussi, il y avait déjà eu Lloris, il y avait Mandanda, et ça marque aussi la nouveauté et une nouvelle page dans l'ère de l'équipe de France. Alors, un palmarès exceptionnel, je le donne à l'antenne. 2 finales de Coupe du Monde dont une gagnée et une victoire en Ligue des Nations avec les Bleus. 4 victoires en Coupe du Monde des clubs. 4 en Ligue des Champions. 3 Supercoupes d'Europe. 3 Ligas. 2 Supercoupes d'Espagne et une Coupe du Roi avec le Real. C'est un des plus beaux palmarès du football français. Oui, effectivement, factuellement, dans les chiffres, ça l'est. C'est quelqu'un qui n'est pas passé loin du Ballon d'Or aussi, il faut s'en rappeler, en 2018. C'était le joueur, l'un des favoris, je crois qu'il finit 4 ou 5. Mais il joue défenseur. Il joue défenseur. Depuis 2006 et Cannavaro, on n'en a plus vu. Et surtout, Varane a toujours subi, malheureusement pour lui, une sorte de délit de sale gueule, dans le sens où c'était un peu le lieutenant de Sergio Ramos au Real Madrid. Oui. On disait toujours, et je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, que Varane sans Sergio Ramos c'était personne, c'était rien, que la défense du Real reposait sur Sergio Ramos, et que c'était quelque part Tintin et Milou, on les comparait un peu comme ça, je m'en rappelle très bien. Oui. Et il avait fait taire ses critiques en étant le boss de la défense de la charnière centrale avec Umtiti en 2018 à Moscou. Et c'est à partir de ce moment-là, c'était un tournant. Il avait vraiment s'était imposé comme un leader, comme un taulier capable d'emmener son équipe au plus haut niveau. Donc oui, c'est un défenseur. Tu l'as dit, et en plus, à côté de ça, il a toujours, c'est quelqu'un c'est pas un gros caractère, c'est pas un Maldini, c'est pas un Nesta, c'est pas un Ramos, c'est pas c'est pas un mec charismatique plus que ça, alors que les grands défenseurs en général ils le sont. Donc il a à la fois subi ces deux aspects, mais ça reste un immense défenseur. Il l'a encore prouvé en 2022 à Doha. Et voilà, c'était aussi, mine de rien, même si la France n'a pas gagné au Qatar, c'était quelque part la compétition de la confirmation. Et il a prouvé, en étant le lieutenant de la défense à 2 reprises, que la France pouvait aller en finale à chaque fois avec lui. Et ça, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Alors qu'il était très très incertain au début du dernier mondial. Ah oui, en plus, on se souvient de l'image sur cette blessure en première ligue où il pleurait, il pensait qu'il allait rater la compétition, il en était même sûr. Sur la pelouse de Stamford Bridge, exactement. Exactement. Voilà, donc il revient, il fait un très très gros mondial. Il donne tout ce qu'il a, on le voit sortir au bout du bout en finale contre l'Argentine, complètement exténué. Je crois qu'il a eu le Covid. Il était à 4 pattes, c'était impressionnant cette image. Donc c'était c'est un immense joueur. Et surtout, ce qui est beau dans cette histoire, c'est la manière dont il part. Il part sur une finale, mais une finale quelque part, ça restera une belle finale pour la France. Et il part sur. On se souviendra de Varane comme un vainqueur, comme un champion, et pas comme un mec qui a perdu avec les Bleus. Alors, il manque un seul titre à son palmarès, l'Euro. Est-ce que quelque part, il n'aura pas beaucoup manqué en 2016 ? J'ai rappelé de mauvais souvenirs, Clément. On pense en particulier, il était blessé, il n'a pas pu jouer la compétition sur le but d'Eder pour le Portugal en finale. Ouais, mais peut-être qu'il était un peu vert encore à l'époque pour le coup. C'est dur de réécrire l'histoire et de se dire que si un tel avait été là, ça aurait été autre chose. Voilà, c'est vrai que
Si on avait eu Mbappé 2 ans plus tôt, on aurait gagné l'Euro? Oui. Je suis pas sûr. Mais non, je pense qu'à l'époque, pour le coup, il était peut-être encore un peu vert, encore dans l'ombre de Sergio Ramos et de Pep au Real, parce que sa place de titulaire n'était pas encore complètement acquise à cette époque-là. Donc je ne pense pas que c'est pas un regret. Vous savez, quand on est champion du monde avec les Bleus, qu'on est sur le toit du monde, qu'on gagne 3 Ligues des Champions avec le Real, j'ai presque envie de vous dire qu'un euro, c'est dérisoire à côté d'un tel palmarès. Oui, c'est peut-être pas faux. Et est-ce que tu imaginerais un retour sur une retraite internationale, tiens, comme un ancien du Real et un ancien champion du monde, Zinedine Zidane? Non, bon, déjà, Varane, c'est pas Zidane. Non, c'est sûr, c'est pas le même poste, voilà. c'est pas Zidane, mais j'ai fait une allégorie, quoi. Quand ils ont joué tous les deux au Real, ils ont tous les deux été champions du monde, ils prennent leur retraite internationale assez jeunes, pourquoi pas un retour? Ouais, je sais pas. C'est le risque quand on prend sa retraite à 29 ans. C'est le risque. C'est le risque qu'on revienne et qu'on soit critiqué par le fait. Oui, voilà, vous avez pris votre retraite trop tôt. C'était une opération de communication, etc., etc. C'est un risque. Moi, je le vois pas revenir parce qu'il a tout gagné. Il part sur une bonne note. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de remords. Il y a pas de fausse note en fait. S'il y avait une fausse note, je vous aurais dit bon, il aurait voulu effacer l'ardoise et revenir. Là, c'est pas le cas. Donc, sincèrement, je pense qu'il a fait le tour avec les Bleus, surtout psychologiquement d'ailleurs, parce que c'est vrai que sportivement, il lui reste encore un euro, mais voilà, psychologiquement, je pense qu'il a fait le tour et je ne le vois pas revenir. Et quelque part, il n'a pas non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, le charisme d'un Mbappé ou d'un Zidane, qui eux, ils peuvent créer l'événement en revenant. Si Varane revient demain, ce sera pas un grand événement. Dernier mot sur ce sujet, après on va parler de la Ligue 1. Quelle image tu garderas de lui en équipe de France? Eh ben, je garderai ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'image de la découverte d'un nouvel homme. On connaissait les qualités du joueur, du défenseur, et en fait, avec les Bleus, à compter de 2018, on a découvert un taulier, un homme, un leader, l'âme d'un champion. Et moi, c'est vraiment ça que je garderai. Je garderai la Coupe du Monde 2018, sa charnière avec Umtiti, qui sur le papier n'était pas a priori resplendissante, et qui a permis à la France, parce que la France est championne du monde en 2018 grâce à sa solidité défensive, avant tout, grâce à un immense Lloris aussi. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai. Je retiendrai un Tony qui a su fixer son niveau et son caractère dans les grandes compétitions. Et n'oublions pas que la charnière Varane-Umtiti, en quart de finale, Varane marque, en demi-finale, c'est Umtiti qui marque les 2 fois de la tête, et en finale, c'est Varane qui gêne Mandzukic, qui la met contre son camp pour le premier but. Histoire de nous rappeler quelques bons souvenirs après l'Euro 2016. Allez, 22e journée de Ligue 1, ça commence demain avec un PSG TFC, un TFC en pleine forme, 4 victoires, 1 nul sur les 5 derniers matchs, et un PSG pas au mieux avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Mbappé sera pas là. Est-ce que le TFC peut venir chercher quelque chose, comme Reims il y a la semaine dernière au Parc des Princes? Alors, j'ai envie de vous dire que tout le monde aujourd'hui, à l'heure qu'il est, peut venir chercher quelque chose contre ce PSG. Et ce qui est encore plus inquiétant, faut pas espérer que ce soit le cas du Bayern. Je dis ça, je dis rien. Exactement. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que maintenant, tout le monde peut le faire, y compris au Parc des Princes. Avant, Parc des Princes, c'était regardé quelque part où voilà, le PSG était fébrile à l'extérieur, mais arrivé à faire le boulot au Parc. Là, on a vu contre Angers et contre Reims, qui ne sont ni le Real Madrid ni le Bayern. Oui, Angers qui était bon dernier. Voilà, que le PSG est vulnérable. Donc oui, tout le monde. Ce PSG, et le problème, c'est que ce PSG est vulnérable, mais à un niveau que beaucoup d'observateurs sous-estiment. Il y a peu de garanties. On ne sait pas, d'un point de vue comportemental, ce que ces joueurs vont donner en Ligue 1. On sait qu'en Ligue des Champions, a priori, ils répondent présent. En Ligue 1, on ne sait jamais qui a envie de courir, qui n'a pas envie de courir, qui est blessé, qui n'est pas blessé, qui Galtier va pouvoir faire sortir ou non en fonction du nouvel an chinois, de l'opération marketing ou je ne sais quoi. Il y a trop d'inconnus, trop d'incertitudes, trop d'aléas avec ce PSG pour dire qu'ils sont imbattables. Et en plus, Toulouse est une équipe qui joue super bien, avec un Dalinga en forme en ce moment. Oui. Donc, je pense que en plus, voilà, vraiment, pour le coup, on parlait de Reims et d'Angers, mais Toulouse, c'est encore un niveau au-dessus. Et faut pas que Toulouse vienne en subissant. Il faut que Toulouse vienne avec des intentions. Il faut que Toulouse vienne en pressant. Et le PSG est complètement vulnérable. Un autre match, Marseille reçoit Nice, un ON en pleine forme en ce moment et qui, avec 5 points de retard sur le PSG, va devoir gagner pour ne pas être largué avant le Classico qui sera dans pile 3 semaines. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une belle équipe de Nice en plus, qui tourne bien en ce moment depuis. Qui est allé gagner à Lens, et c'est pas facile. Le PSG peut en témoigner d'ailleurs. C'est la première équipe à avoir fait tomber Lens à Bollard cette saison. C'est vrai. Et Marseille tout roule. Marseille, on a l'impression que c'est l'anti-PSG en ce moment. Bon, ça allait dans tous les cas, mais on a l'impression que voilà, pour le coup à Marseille tout va bien.
tout réussi, le jeu, les nouvelles recrues s'adaptent vite, l'équipe joue bien, le turnover fonctionne, l'esprit Tudor est complètement adhéré par l'ensemble du groupe. Tu dis que l'OM va devoir maintenir l'écart, mais voilà, c'est plutôt l'OM est dans une bonne dynamique et c'est plutôt l'OM qui met la pression sur le PSG. C'est plutôt au PSG de conserver cet écart parce que franchement, entre nous, peu de gens aujourd'hui voient le PSG aller gagner 2 fois au Vélodrome. Hein. Ah, en Coupe de France, oui. Ça va être très très compliqué pour Paris et l'OM, si l'OM bat Nice demain, l'OM devient officiellement un prétendant pour le titre de champion parce que c'est l'une des équipes les plus difficiles à jouer en ce moment. D'autant que Lens va à Brest, c'est pas un match piège face à des Bretons qui étaient vraiment pas bien et qui depuis le début de l'année, on va dire, carburent. Oui, on se dit toujours Lens, quand cette équipe va-t-elle craquer? Oui. Pour l'instant, ils nous étèrent, ils reportaient cette échéance quelque part en disant non, on sera là jusqu'au bout, etc. Bon, ils n'ont perdu qu'un match, attention, hein, mais voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, ça tient. Alors, il va falloir voir à Brest si vraiment, s'ils perdent à Brest, on va pouvoir se poser des questions sur la suite. Brest qui compte sur un énorme gardien, Bizot, qui est en pleine forme en ce moment. Donc, ça va être pas un match facile. Et en même temps, Lens a fait preuve de vulnérabilité quand ils sont critiqués cette saison, quand ils sont dans le doute, quand ils ont des phases de moins bien. Et je suis pas forcément inquiet pour les Lensois. Je le serai s'ils s'inclinent à Brest. Oui, il nous reste 1 minute. Rennes-Lille, choc d'eau le tableau, le 5e contre le 6e. Rennes, s'ils gagnent, 43 points, ils auraient 8 points d'avance sur Lille. Le top 5 serait clos. C'est-à-dire que c'est PSG, OM, Lens, Monaco, Rennes. C'est compliqué de dire. Parce qu'il y a forcément des mauvaises séries qui peuvent vite arriver. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que Rennes, moi j'ai toujours dit que c'était une forme de rayon de soleil ces derniers mois dans ce championnat. Parce que tout converge dans ce club. Alors, ça joue pas le top 3 forcément, mais vous savez, il y a une dynamique, il y a des recrues qui s'adaptent bien, il y a un coach Bruno Genesio qui a fait taire beaucoup de critiques, et en même temps c'est un club un peu comme Lens, peut-être pas au même niveau que Lens, mais où il y a une vraie ferveur, il y a un stade qui rayonne, il y a une vraie dynamique, et ça fait plaisir à voir. Rennes, c'est quasiment impossible pour les équipes de Ligue 1 d'aller gagner là-bas à l'extérieur. Franchement, tout converge. Il y a des idées de jeu. Amine Gouiré qui vient d'arriver est excellent. En même temps, il y a une adhésion à projet parce que c'est pas un club qui change d'entraîneur tous les 6 mois. Donc pour lui, ça va être un vrai défi. Ouais. Merci beaucoup Clément Pernia, journaliste football, auteur des livres Une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion. PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand. Et la République du foot, pas le même parti, mais la même passion. Merci encore. Tout de suite, la Pro D2, le rugby avec l'équipe des sports de Sud Radio. Mais en attendant, conseil de famille avec Stéphane Moller pour parler de votre argent.